Bonjour. Donc la question dont je vais parler aujourd'hui est moins intimidante que le titre. Il s'agit de savoir quelle sorte de variation humaine est l'autisme. Passer de maladie à condition, comme on le fait tous, n'est pas véritablement informatif. Parce que ce n'est pas juste un problème de terminologie. On a l'air tous de savoir ce qu'on ne veut pas que l'autisme soit, mais on hésite beaucoup, aussi bien scientifiquement qu'humainement, à déterminer ce qu'est l'autisme, à le déterminer de façon positive. Ça se traduit par un rejet du modèle médical, qui est aussi à peu près consensuel, même si beaucoup de gens mettent des choses très différentes sous ce même rejet, et qui favorise au niveau scientifique des explications qui sont, vous l'avez entendu ce matin en particulier, qui sont continuistes, qui sont transdiagnostiques, qui font de l'autisme l'extrême d'une distribution de traits, où le risque, c'est que l'autisme devient quasi synonyme avec l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, en particulier par l'ouverture de la comorbidité. Et on peut arriver à ce qu'on peut appeler une perte du signal qui se dissout dans une entité plus large. Alors, ces positions qui sont probablement majoritaires, qui sont consensuelles, je pense, maintenant dans le milieu scientifique, je crois qu'elles ne rendent pas compte de la ressemblance entre les enfants que je vois en clinique, puisque j'ai la chance, il n'y a apparemment pas trop de personnes qui ont ce parcours-là dans la recherche, d'être autant un scientifique universitaire standard, mais d'avoir fait à peu près 3000 évaluations, dont 2000 enfants autistes de 2 à 5 ans. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'autisme que j'appelle prototypique entre 2 et 5 ans, celui qui a permis sa reconnaissance par Kanner. Donc la question que je pose pour refonder le statut biologique de l'autisme, c'est celle-ci, c'est à quelle autre sorte de variant humain on peut comparer l'autisme si ça n'est pas une maladie. La solution que je donne pour cette question, c'est que l'autisme pourrait être regroupé avec une nouvelle sorte de variant humain que j'isole, qui en fait existe déjà en théorie de l'évolution chez l'animal, qui sont des états stables alternatifs du développement, qui sont des variants minoritaires, qui sont récurrents, qui apparaissent toujours de la même façon et qui appartiennent au patrimoine de l'espèce. Alors, il y en a au moins deux autres qui appartiennent à l'embryologie, qui est la présentation et l'accouchement par le siège, et la deuxième étant la gémellité. Vous savez qu'il y a à peu près 2-3% de personnes qui accouchent par le siège. C'est une possibilité humaine, comme le système reproducteur humain permet d'avoir des jumeaux. Mais l'évolution, sans qu'on sache trop pourquoi, ne leur a gardé qu'une place minoritaire, mais sans les faire disparaître. Vous en avez également deux, des bifurcations comme ça, qu'on va appeler des bifurcations du traitement de l'information. Et la première, vous la connaissez tous, c'est celle dont la prévalence est un petit peu supérieure aux autres, c'est simplement le fait d'être gaucher. Vous avez des travaux très profonds d'évolutionnistes qui posent la question pourquoi il y a encore des gauchers. Mais en même temps, pourquoi il y a des gauchers? Être gaucher, ce n'est pas une maladie, c'est familial, c'est récurrent, et ça continue à exister, ça n'a pas l'air près de disparaître. Donc l'espèce humaine comprend 90% de droitiers, 10% de gauchers. On peut dire aussi que l'espèce humaine comprend 99% de plus ou moins neurotypiques et 1% d'autisme. Vous allez voir que si on pousse cette analogie, ça peut nous amener, je crois, à des choses très intéressantes. Et puis vous en avez deux autres, dont une qui est très, très questionnée en ce moment, qui sont des bifurcations de la sexuation qui fonctionnent selon le même principe, c'est-à-dire l'homosexualité et la transition de genre, qui, si on prend les aspects exclusifs de chacune de ces deux-là, ont à peu près une prévalence autour de 1%. Alors, prenons, pour que vous compreniez, je pense, la puissance de cette analogie, prenons déjà l'accouchement par le siège, qui est un petit peu la plus représentative. L'accouchement par le siège, c'est une drôle de chose. D'abord, avant 24 semaines de grossesse, la question ne se pose pas, parce que le fœtus, il se balade, il fait des tours, et il est ni vers la tête, ni vers le siège, il se promène, il est au bout de son fil. À partir de la 24e semaine, le fœtus, il devient comme trop gros pour pouvoir changer de position. Donc si par hasard, il s'est enclavé les fesses la première, à partir de la 26e semaine, il ne peut plus bouger. Parce que le rapport entre sa taille et la taille de l'utérus est tel qu'il n'y a que deux positions possibles. Et si par hasard, il est dans la position les fesses les premières, ça va faire une présentation par le siège. Et ça arrive chez à peu près 3% des grossesses.
Et alors, je vais vous donner, pour que vous les voyez après, quand je vais poursuivre l'analogie pour l'autisme, je vais vous donner les 8 caractères qui définissent probablement ces bifurcations asymétriques et qu'on peut appliquer à l'autisme. La première, c'est une formation un peu pédante, c'est la polarisation du contexte. En effet, si vous voyez la forme de l'utérus et la forme du bébé, il n'y a que 2 solutions possibles. Les grossesses de travers, ça ne marche pas très bien. La présentation par l'épaule, en fait, elle était mortelle. Et donc, vous avez 2 positions possibles à partir d'une certaine période. Donc, on est dans une situation où 2 positions sont contraintes par le contexte et seulement 2. Et de façon importante pour la notion de prototype, ces 2 positions, elles sont catégorielles. C'est-à-dire que elles sont ramenées à l'équilibre. Le fœtus peut bouger d'une certaine façon, mais s'il est la tête en haut, il reste la tête en haut, et même chose pour la tête en bas. Deuxième point caractéristique, elles sont minoritaires dans l'espèce, mais conservées par l'évolution. C'est-à-dire les 6 bifurcations dont je vous ai parlé, les gauchers, il y a 10%, mais elles sont autour de 2 à 3% des humains. Vous savez que pour l'autisme, selon la largeur des critères, on est autour de 1%. Troisième point extrêmement important pour l'autisme, et qui est particulièrement clair pour la présentation par le siège, c'est que ça n'a pas de cause. Et ça, je vous demande d'y réfléchir profondément parce que on est tous dans les neurosciences, on est tous dans la biologie, donc on cherche des causes aux affaires. Mais ça n'a pas vraiment de cause, la présentation par le siège. Ça a plein de facteurs favorisants qui sont parfois contradictoires, utérus trop petit, femme trop petite, utérus trop grand, multipare, plus toutes sortes de choses. Vous avez même une condition syndromique. Quand vous avez des anomalies génétiques, vous avez plus de chances aussi de faire un siège. Donc, il n'y a pas de cause et ça peut être complètement random. Donc le fœtus peut se trouver bloqué à un certain moment, comme ça, puis après, ça ne peut plus changer. Alors ça nous change beaucoup de choses, parce qu'on est tous en train de chercher des causes de l'autisme, et on change complètement si on dit que l'autisme a peut-être à sa cause le même type de rapport que l'accouchement par le siège ou la gaucherie, qui n'ont pas de cause véritable. Alors, pour ce qui est du rôle de la génétique dans tout ça, c'est peu connu pour le siège, mais le siège est familial. Donc, comme pour les jumeaux, comme pour les gauchers, vous avez des familles d'accouchement par le siège. Mais en même temps, c'est random. Vous n'avez aucune famille, vous n'avez que des sièges. Mais vous avez, comme pour les gauchers, des familles où quand vous allez cartonner un petit peu autour de la famille, vous avez plus de gauchers ou plus de sièges, etc. Donc, c'est familial. Il y a un sexe ratio qui est en faveur des filles pour les sièges, faible. Et toutes les autres, vous avez un sexe ratio très clair. Énième point, ça survient dans une période critique. Puisque là, je vous ai montré, ça survient à la 24e semaine. Avant, ça n'a pas de sens. Après, ça ne peut plus bouger. Et c'est le cas de toutes celles que je vous ai données. Je n'ai pas le temps de faire l'analogie, mais vous pouvez la faire par vous-même. Et puis, point très important par rapport aux hypothèses continuistes actuelles, la présentation par le siège, ça survient sous une forme catégorielle, non continue, dont les sous-groupes sont eux-mêmes catégoriels. Vous avez 2 formes de présentation par le siège, un franc et complet, selon que les jambes sont pliées ou pas pliées. Mais vous n'avez pas de décimale dans la présentation par le siège. C'est ou l'un ou l'autre. Et puis, 7e point, c'est spontanément irréversible. Une fois que vous êtes enclavé, ça ne peut pas bouger. De la même façon qu'une fois que vous êtes gaucher, quels que soient les efforts des gens qu'on fait, on ne peut pas en fait inverser la gaucherie. Et puis, dernier point, très important pour l'autisme, c'est que ça n'est pas une maladie, mais ça peut avoir des conséquences qui sont éventuellement mortelles. Puisque l'accouchement par le siège, avant la césarienne, ça tuait un sacré nombre de bébés et de mamans. Mais en même temps, quand ça se passait bien, un bébé qui est né par le siège, il n'y a pas de biomarqueur. Il ne s'est pas marqué sur son front qu'il a été accouché par le siège. Ou rarement. Et ce qui veut dire que vous avez à la fois un moment de développement avec une période critique, des conséquences qui peuvent être fatales ou extrêmement graves, mais qui sont en même temps momentanées. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on peut pousser cette analogie-là fortement pour ce qui est de l'autisme. Alors, premièrement, survenu dans un contexte polarisé. Je crois que la répartition et le contenu des 7 signes du DSM nous indiquent la polarisation dans laquelle l'autisme est un choix. Si vous prenez les 3 signes sociaux du DSM, et qui sont tous des signes négatifs, donc des choses que l'enfant ne fait pas et qu'il devrait faire pour être typique, vous pouvez tous les ramener à un traitement d'information générale sans biais social. Ce que ça veut dire sans biais social, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun statut hiérarchie préférentiel qui est fait pour le fait que ce soit un congénère. En même temps, si vous prenez maintenant
les 4 signes répétitifs, je pense, bon ça pour ceux qui connaissent le travail du groupe de Montréal, qu'on peut tous les faire dériver de l'actuel signe B4 en les modifiant, c'est-à-dire en fait de ramener les 4 signes répétitifs à des conséquences plus ou moins complexes d'un surfonctionnement perceptif, lequel surfonctionnement perceptif est une autre formulation de dire qu'on traite toute l'information pour ce qu'elle est, sans biais social. Donc l'autisme, ce serait la disparition d'abord progressive, puis brutale à 18 mois, du biais de traitement social de l'information qui est normal dans l'espèce humaine. La meilleure preuve de la disparition du biais social dans l'autisme, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non social du langage. On a montré l'an passé avec Kissine, qui est probablement, je pense, le plus grand spécialiste de langage dans l'autisme, qui est à Bruxelles, qu'en fait, le pronostic langagier des autistes prototypiques était totalement indépendant du fait qu'ils aient de l'attention conjointe ou non. Autrement dit, quand les autistes apprennent le langage, ils ne l'apprennent pas comme nous. Ils l'apprennent sans biais social. Ce qui fait qu'ils ratent le langage oral, parce que le biais social dans le langage, c'est le fait qu'il soit porté par la voix humaine. Donc c'est ce qui fait qu'ils vont aller vers le code écrit. Alors, dans un autre papier qu'on a sorti, qui est sorti avant-hier, en fait, dans Molecular Autism, on montre que les autistes prototypiques, vous voyez ici les 2 courbes d'âge d'apprentissage du code écrit, de l'alphabet, chez des sujets typiques et chez des autistes prototypiques, ils sont exactement superposables. Ce qui veut dire que les autistes prototypiques apprennent les lettres et les chiffres exactement au même âge, y compris quand ils sont tous non-verbaux. Fascinant d'entendre les parents qui disent « il est non-verbal » alors qu'en fait, il connaît tout l'alphabet. Et il le fait à l'endroit et à l'envers, mais les parents ne vont pas le considérer comme des mots. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre qu'en fait, les autistes ont une appétence pour le langage, mais ils l'attrapent par le code écrit, parce que le code écrit est totalement non social. Vous allez voir que ça risque de me mettre en porte-à-faux avec l'intervention d'après, parce que ça veut dire qu'ils l'apprennent par les écrans. Bon, deuxième point, être minoritaire dans l'espèce. Bon, très important, là ça s'adresse plutôt à M. Bourgeron, c'est la question de la prévalence de l'autisme. Sans rentrer dans des détails, vous savez que l'autisme, pour la partie dite non syndromique, elle est associée, on va dire, soyons prudents, à une grande quantité de variants communs. Des variants communs, ce sont des variants génétiques qui sont portés par une portion substantielle de la population. Et on n'est même pas sûr du tout que c'est la même constellation de variants communs qui va finalement pousser vers la bifurcation autistique pour chaque sujet. Alors, ces variants communs, mettons, on va donner comme prévalence, mettons 10%, il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Maintenant, les mutations rares, les mutations délétères, qu'on va trouver en fait dans 7% des autistes seulement, et qui vont produire des autistes syndromiques dont la relation avec l'autisme prototypique est, to say the least, questionnable. Là, on est dans les 1 pour 10 000, 1 pour 50 000, on est dans des choses rares. Mais l'autisme, on est dans ces prévalences intermédiaires, autour de 1%, comme, mettons, dans le même ordre de grandeur, de l'homosexualité unique, de pas d'être gaucher, mais de l'accouchement par le siège, et des autres que j'ai nommés. Troisième caractère, ne pas être associé à une lésion ou un biomarqueur causal. Alors là, quand vous écoutez les scientifiques sur existe-t-il des biomarqueurs de l'autisme, vous avez 2 discours. Vous avez un discours, quand on fait des demandes de subventions, qui consiste à dire qu'on n'en a pas, mais qu'on va en trouver un demain si on nous donne plus d'argent. Ça fonctionne, en tout cas pour l'argent, pas pour le biomarqueur. Et ça, en fait, aussi bien en génétique qu'en imagerie, on ne trouve pas de biomarqueurs, mais on ne trouve pas non plus d'anomalies biologiques causales. Ce qu'on va trouver, je l'ai mis en tout petit ici, en imagerie par exemple, c'est des choses qui sont probablement des conséquences d'une organisation différentes, mais qui ne peuvent pas être considérées ni comme des biomarqueurs, ni comme des éléments causaux. Là, je vous ai mis 2 papiers, là, un de mon groupe et puis un de Cortese, qui est quelqu'un qui fait des méta-analyses extrêmement puissantes et qui a montré qu'il n'y avait pas de biomarqueurs. C'est sorti dans le plus gros journal en psychiatrie, ça doit donc être vrai. Bon. 4e point qui va caractériser les bifurcations, et ça c'est le point qui est, je pense, le plus important dans et peut-être le plus inattendu pour certains d'entre vous, c'est la question de la prédisposition familiale. Donc vous savez qu'il y a des familles de gauchers, il y a des familles d'accouchement par le siège, et la notion que l'autisme soit familial, à mon sens, c'est le plus important résultat en neurobiologie de l'autisme.
Quand on est comme moi clinicien, je vois 2 fois dans une année des familles triplex et une bonne vingtaine de fois des familles avec 2 enfants. C'est quelque chose d'extrêmement saisissant. Et pour ceux qui ne sont pas autistes, ils ont des troubles du langage. Ça, c'est quelque chose d'absolument massif. Eh bien, quand vous regardez l'étrange génétique de l'autisme de ce côté-là, si c'est familial, comment se fait-il que les jumeaux homozygotes ne sont concordants qu'à 60-70%? Et ça, c'est quand même saisissant. Comment de purs clones génétiques peuvent ne pas être... On devrait avoir un taux de concordance beaucoup plus important. La réponse habituelle, c'est de dire « Ah, c'est l'environnement ». Non, ce n'est pas l'environnement, c'est random. Et quand vous regardez ce qui se passe pour la gaucherie, ce que j'ai appris à l'occasion de cette lignée-là de recherche, il se passe la même chose d'une façon qui est vraiment saisissante. Là, vous voyez un travail qui vous montre, là, cette ligne-là, c'est 10 études, ces petits traits-là, et ça, c'est le pourcentage de non-concordants. Eh bien, les jumeaux homozygotes ne sont concordants pour la latéralité qu'à 60-70%. Ce qui veut dire qu'une organisation cérébrale complètement différente peut être en fait random tout en étant familiale. 5e caractéristique, survenue dans une période critique. Alors, ça, ce petit diagramme tout bête, là, c'est le parcours de l'histoire du développement du langage chez un enfant autiste prototypique. Jusqu'à 18 mois, vous avez, en fait, ils ont même les premiers mots souvent précoces, ça a été très bien démontré. Et puis, à 18 mois, vous avez généralement une régression, ou du langage, ou du reste du social, et après, vous avez un plateau pendant à peu près 3-4 ans, dans lequel vous avez la majorité des signes répétitifs, et à partir de 4 ans, ça se met à redémarrer. Donc, vous avez probablement, autour de 18 mois, quelque chose qui se passe. Et là, vous avez 2 positions en sciences. Vous avez des gens qui vont vous dire « l'autisme est hétérogène, on peut voir n'importe quoi », mais moi, ça n'est pas ce que je vois. Moi, j'ai vu 1000 à 1500 enfants qui sont le même enfant et qui ont tous ce parcours développemental. Et ce signal-là, on le perd quand on parle de spectre. OK ? 6e, aboutir à une forme prototypique stable. Qu'est-ce que c'est qu'un prototype ? N'oubliez pas qu'on n'a pas de biomarqueur. Donc la seule façon d'obtenir une fiabilité, c'est une fiabilité entre des cotateurs. Prototype, c'est un sous-ensemble du spectre actuel qui aboutit à une certitude clinique élevée, universelle. On n'a pas mieux que ça actuellement. Mais cette similitude entre des patients ou des enfants, elle ne se dégrade pas continuellement quand vous vous en éloignez. Mais attention, ça n'est que si on croit à la notion de diagnostic différentiel et si on replie ça, pas ça immédiatement sur la comorbidité, comme malheureusement la communauté scientifique a tendance à faire. Il ne faut pas oublier qu'en biologie, être un peu quelque chose ne marche pas pour certains faits biologiques. On fait toujours la mauvaise blague, mais on ne peut pas être un peu enceinte. On peut être enceinte provisoirement puis que l'enfant meurt, mais on ne peut pas être un peu enceinte. Il y a un certain nombre de faits qui sont totalement catégoriels, totalement discontinus et qui aboutissent à des formes prototypiques qu'on peut appeler des états stables alternatifs, comme par exemple la présentation par le siège. Il est stable parce que même quand vous essayez des bifurcations, des interventions, je veux dire, ça se ramène à la même position. Alors, un exemple de ce que j'appelle, moi, des signes prototypiques, vous voyez ceci. Juste avec ça, en 30 secondes, vous saturez l'ensemble des comportements répétitifs, si vous l'analysez. Et bien, quand vous voyez ça, votre niveau de certitude clinique, il est quasiment absolu. Et il n'y a pas ça, beaucoup, un peu, passionnément, pas du tout. Il y a ça. Et il y a ça, il y a une certaine variation individuelle. Mais vous avez un niveau de reconnaissabilité du signe qui est tel qu'on ne peut pas en faire l'extrême d'un continu. Alors, ce qui fait qu'on peut aboutir à une certitude clinique. Là, je vous montre un autre papier dans Molecular Autism qui est sorti il y a 2 mois, là, de chez nous, dont la première auteure est autiste. Et en rouge, vous avez tous les signes. Là, c'est fait avec la granularité de la dose, donc ce n'est pas très bon. Tous les signes de la dose qui sont associés à une certitude clinique élevée. Et ce sont, dans le module 1, essentiellement des signes répétitifs. Ce ne sont pas des signes sociaux.
être momentanément irréversible. Là, il s'agit aussi d'arrêter, comme l'optimisme des neurobiologistes qu'il faut un petit peu ralentir, il faut admettre maintenant que l'intervention en autisme ne modifie pas le statut de l'autisme pendant la période de plateau. Hein, on le sait pour le langage, on sait qu'il n'existe rien qui peut faire parler plus et mieux un enfant autiste dans la période de plateau. Et comme le disait Patricia Ohlin, qui était pourtant quelqu'un qui vient du behaviorisme dans le temps, il n'y a aucune méthode qui peut altérer le chemin développemental d'un enfant autiste. C'est comme ça. Donc vous avez une irréversibilité. Et pour terminer, vous avez la notion d'être compatible avec la survie. Donc regardez ce schéma. Là, on situe la naissance, admettons, à l'âge adulte. Vous avez, dans la période entre 18 mois et 5 ans, vous avez les signes langagiers, les signes sociaux, les signes répétitifs qui sont à leur maximum. Maintenant, comme l'a bien montré une étude qu'on avait faite avec Amaria Bagdadli il y a quelques années, avec sa cohorte, avec une cohorte antérieure, il est absolument impossible de prédire le devenir d'un enfant autiste entre les 10% de l'optimal outcome, dans lequel on voit à peu près plus rien, des 10% qui, au contraire, ne bougent pratiquement pas avec l'âge adulte, et les 80% qui ont des problèmes adaptatifs, mais très variés et un certain niveau de langage. Donc vous avez vraiment le même type de modèle évolutionnaire que vous avez dans l'accouchement par le siège. Même quand il n'y avait pas de césarienne, il en survivait assez pour que Madame l'évolution ne juge pas nécessaire de le faire disparaître. Ce qui est finalement la même chose que pour l'autisme. Donc, si ce modèle est le bon, ça a des conséquences absolument considérables sur la nature de l'autisme comme objet scientifique. D'abord, ça abolit le de neurodiversité. Ça prend la diversité au sérieux, mais elle n'est pas spécialement neurologique, parce qu'en fait, l'autisme, ça se fait à cerveau intact. Comme l'accouchement par le siège, ça se fait à fœtus intact, ce qui peut ne pas empêcher que le fœtus en meure, comme ça devait être le cas des autistes avant qu'on s'occupe sérieusement d'eux. Donc, l'autisme prototypique se fait très probablement à génome normal et à cerveau normal. Et j'irais même jusqu'à considérer que l'absence d'un biomarqueur, c'est un signe de l'autisme prototypique, ce qui évidemment est une hérésie complète dans l'état actuel des neurosciences. Et je pense aussi que ça abolit le spectre du spectre autistique, l'hétérogénéité dont on fait grand cas, et vous ne pouvez pas voir un article sur l'autisme qui ne commence pas par l'autisme est hétérogène, etc., etc. Et bien, cette hétérogénéité, elle est liée à celle des individus sur qui la bifurcation survient. Elle est liée au devenir adaptatif, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas entre 2 et 5 ans, mais vous l'avez après. Et puis, elle est peut-être liée pour la division entre autisme et Asperger au moment par rapport à l'acquisition du langage où la bifurcation arrive. C'est-à-dire qu'en fait, les Asperger seraient la petite portion de l'autisme dans laquelle la bifurcation arrive, on pourrait dire par chance, après que le langage soit acquis. Alors, une dernière conséquence, c'est que si on prend ça au sérieux, ça change complètement les modes d'apprentissage et d'intervention de l'autisme prototypique en faveur d'un apprentissage non social fondé sur les forces. Les deux éléments que je vous ai montrés, soit l'apprentissage précoce des lettres et des chiffres, là qu'on vient de publier avant-hier, et puis l'indépendance entre pronostic langagier et attention conjointe, là qu'on a démontré avec une méta-analyse, ça nous amène à un changement drastique vis-à-vis du rationnel de Denver. Vous avez vu que Marie-Maud Geoffrey a présenté le fiasco du Denver, ce qui est un fiasco extrêmement utile, parce que ça nous montre que l'attention conjointe n'aide pas les autistes pendant cette période de temps. Eh bien, ça suppose peut-être qu'on change notre défiance vis-à-vis des écrans, puisque les écrans sont le seul accès au langage actuellement des autistes pendant la période de plateau. C'est tout.